J'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va, je pense, s'enchaîner naturellement avec l'exposé passionnant et passionné de Gilles Boeuf, qui nous a rappelé, je pense qu'ici nous le savons tous, l'importance du vivant. J'ai bien entendu aussi le message sur le profit. Donc on va essayer de rentrer peut-être d'une manière un peu plus concrète encore sur l'étendue de la menace, l'étendue du danger. Et nous allons le faire avec deux invités tout à fait intéressants dans leur parcours et leurs expériences. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, Jean-Marc, mais je voudrais tout de suite vous présenter. Vous êtes éthologue, biologiste de formation, et surtout vous avez l'immense réputation et totalement fondée d'être l'un des grands experts des loups, de la relation entre l'homme et le loup, où l'homme, dans sa démarche pastorale, dans son métier de berger notamment, et le loup. Donc on parlera de cela dans un deuxième temps. Mais je voudrais peut-être commencer, et en vous donnant la parole, Hélène, par vous. Hélène Soublet, vous êtes vétérinaire. Vous avez fait une carrière tout à fait importante au ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, pardon, plutôt de l'Agriculture. Les deux, c'est bien ça. C'est pour ça que j'avais une hésitation, notamment en tant que chef de mission biodiversité. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et en plus, et ceci me semble tout à fait important à avoir à l'esprit, vous êtes membre du comité scientifique de l'IPBES et donc parfaitement dans la maîtrise de la réalité de la situation aujourd'hui. Donc je propose de tout d'abord vous donner la parole pour que vous nous expliquiez la gravité de l'atteinte à la biodiversité aujourd'hui, comment vous la mesurez, comment vous l'estimez. Oui, donc merci beaucoup de me donner l'opportunité d'intervenir à ce colloque. Alors, il est vrai que donc, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité travaille sur la biodiversité, ce que Gilles a brillamment exposé. Donc, nous participons à essayer de faire comprendre en fait quels sont les résultats scientifiques et où en est la science pour appuyer la décision publique et privée. Et donc, en effet, à ce titre-là, nous participons aux travaux de l'IPBES. Alors en tant que comité français pour l'IPBES, hein, pas comité scientifique de l'IPBES, mais voilà, on essaie d'appuyer les ministères pour faire passer les messages, soit des scientifiques français, mais aussi les messages de l'IPBES. Et donc, quand on considère la gravité de la situation, c'est vrai que l'IPBES, qui a publié en 2019 un grand rapport mondial sur l'état de la biodiversité, les pressions qui s'appliquent sur elle et finalement les actions que l'humanité peut conduire pour enrayer cette érosion, ce rapport, dans sa première partie sur l'état, est relativement catastrophique, hein, puisque le rapport nous annonce, vous l'avez sans doute entendu, 1 million d'espèces menacées, sur les 8 à 20 millions, on va dire, d'espèces existantes potentielles sur notre planète. Il y a une grosse incertitude sur ces espèces. C'est vrai qu'on ne connaît pas la biodiversité globalement, hein. 10% de la biodiversité est connue. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, on constate des effondrements dans quasiment tous les milieux. C'est parfois plus grave dans certains milieux très riches en biodiversité, où les pressions humaines sont importantes. Et c'est vrai que pour enrayer cette situation, il faut qu'on considère le vivant comme ayant autant de droits que nous à vivre sur cette planète, sur cette terre. Et considérant les animaux, c'est vrai qu'ils sont plus gros, ils ont besoin de plus d'espace, ils ont besoin de plus de ressources. Et c'est vrai que la compétition avec l'homme, qu'elle soit directe ou indirecte, elle est plus visible.
Par exemple, depuis 100 000 ans, à peu près, on va dire la sortie d'Homo sapiens d'Afrique et son expansion sur la Terre, on a perdu la majorité des grands mammifères terrestres, hein, puisque on est passé, si on considère en tonnes, 70 millions de tonnes 40 millions de tonnes de mammifères terrestres, on est passé à 7 millions de tonnes aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un effondrement quand même relativement dramatique. C'est encore pire en fait pour les mammifères marins qui ont été largement poursuivis, chassés pour notamment soit pour qu'on s'en nourrisse ou pour qu'on utilise leur graisse par exemple lorsque le pétrole n'était pas là pour faire avoir de l'énergie. Et donc là, on était à 200 millions de tonnes il y a 100 000 ans, on est à 4 millions de tonnes aujourd'hui. Donc en fait, c'est une hécatombe. Je pense à pratiquement partout. Il y a certains animaux qui ont disparu très vite. En 30 ans, la rythine de stellaire a été découverte, puis chassée. Il paraît que c'était très bon. Voilà. Et donc, cette espèce a complètement été éradiquée en 30 ans parce qu'on y a mis les moyens. Hein. On est capable de mettre des moyens très très importants. Un petit nombre d'hommes est capable de détruire un grand nombre de biodiversité et surtout les animaux, parce que les animaux, ils ont besoin parfois de grands espaces. Et quand on occupe cet espace, eh bien, on les empêche en fait de pouvoir poursuivre leur cycle correctement. Et c'est vrai que... Alors il y a plusieurs... Alors les pressions de l'IPBES, hein, Gilles les a évoquées, elles sont au nombre de 5. Je dirais que pour les animaux, il y en a 3 qui sont principales. La première, c'est effectivement le changement d'usage des terres, c'est-à-dire qu'on transforme les écosystèmes et donc pour créer notre niche écologique humaine qui soit favorable à notre bien-être et à notre survie. Mais en faisant ça, en fait, quand on ne considère pas les autres êtres vivants, parfois on peut les empêcher tout simplement de vivre, de se reproduire, de pouvoir chasser. La deuxième pression, c'est le prélèvement de la biomasse pour notre avantage. Et donc, en faisant ça, on prive en fait les autres êtres vivants de cette même biomasse. Alors, on ne peut pas parler des sols ici, mais enfin, on pourrait parler des sols. C'est vrai que le sol a besoin de biomasse, toute cette biodiversité, 25% de la biodiversité est dans les sols, elle a besoin de biomasse pour survivre. Et si on ne lui laisse pas cette biomasse, eh bien, malheureusement, le sol se dégrade, les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries qui sont dans le sol se modifient, les équilibres se transforment et une partie des espèces disparaissent. Et je dirais la troisième pression sur laquelle on a aussi une responsabilité, c'est évidemment le changement climatique qui bouleverse en fait les écosystèmes et tous les animaux et les végétaux et les plantes qui constituent cet écosystème et qui sont dans un état d'équilibre et qui, par ces bouleversements, vont changer d'état d'équilibre et certaines espèces, malheureusement, ne vont pas réussir à s'adapter assez vite. Et donc, si elles n'arrivent pas à se déplacer, eh bien, un certain nombre va disparaître. Et c'est ce qui explique en fait les chiffres un peu catastrophiques que je présente ici. Merci beaucoup, Hélène. On va revenir dans quelques instants sur ce que vous venez de dire, qui est effectivement assez effrayant, mais il faut qu'on commence à trouver des solutions. Donc on va certainement y revenir. Mais je vais passer la parole à Jean-Marc. Je vais vous donner le micro. Et puisque Hélène nous a rappelé les pressions qui pèsent sur la biodiversité et sur l'animal en particulier, vous pourriez peut-être nous dire, notamment sur le loup, ce que vous observez, ce que vous constatez et ce que vous préconisez. Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ça ne fait pas double écho, c'est bon? Bon. En fait, je voulais commencer ma conférence par le loup, mais je vais commencer par autre chose, si vous permettez, parce que je viens de réaliser quelque chose. Je pense que si on veut le changement aujourd'hui, ça doit venir de chacun de nous. Et je vous présenterai tout à l'heure le fond de ma pensée. Et le premier changement qu'on doit faire, et puis c'est ce que j'essaye de faire, je vous le montre tout de suite, c'est ça. Aïe. Bien vu, Jean-Marc. J'ai compris. Excusez-moi, mais là, je veux dire, on parle de biodiversité, d'effondrement des systèmes, et nous sommes une espèce, la seule espèce qui transporte de l'eau potable dans des bouteilles en plastique. Et si vous voulez changer ce monde, c'est par là que ça commence. Bien vu. Merci. Alors, je fais le malin, je suis comme vous. J'oublie toujours ma bouteille, mais ça c'est fait aussi avec du pétrole, mais sauf que ça dure plus longtemps.
Voilà. Donc j'aimerais vous amener avec moi sur le monde du loup, et puis je vous ai préparé quelques petites diapositives. Je travaille actuellement sur la cohabitation entre l'homme, notamment les éleveurs, les bergers, et le loup. Et le problème, vous savez que les loups, ça bouffe des animaux domestiques. Donc si ça marche, ça va bien marcher. Je vais vous présenter une première vidéo ici. Vous voyez la meute que nous suivons depuis le début de l'année. Donc vous avez le papa, les louveteaux. Ici vous avez un subadulte. C'est un loup qui est né l'année passée. Là vous avez un deuxième subadulte, donc un loup de 2020. Et là vous avez boucle d'or maman. Ça se passe où ça, Jean-Marc ? Ça se passe dans l'arc jurassien, sur le col du Marchéry. Voilà. Mon problème, c'est que pour des raisons que je vais vous expliquer, on doit tirer deux des loups qui sont là. Deux subadultes que nous connaissons parce qu'ils ont commencé à attaquer les troupeaux de bovins. Et la loi suisse me dit clairement que je devrais plutôt tirer les louveteaux, ces petits trucs-là qui n'ont jamais attaqué les troupeaux. Donc c'est cet exemple-là pour vous montrer que quand nous sommes sur le terrain, nous avons une manière de voir les choses. Et moi, je suis toujours confronté à un système, et ce système n'est pas du tout adapté à ce que je vis sur le terrain. Et souvent avec des gens qui n'ont pas de connexion avec le terrain. Alors, ce qui est important quand on travaille sur le loup, c'est d'acquérir de la connaissance. C'est le fondement de ma recherche, c'est d'acquérir de la connaissance. Sur cette connaissance-là, je peux après apporter des solutions. Là, j'ai un sanglier de protection que je peux mettre dans les troupeaux, par exemple. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, en France, les grands spécialistes du loup ne sont plus les scientifiques, et j'ai entendu en parler. Aujourd'hui, c'est les éleveurs et les bergers. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine-là, on n'est pas vraiment écouté. Aujourd'hui, on vous dit en France, voilà, tous les loups sont des hybrides, jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque des députés reçoivent des éleveurs qui prétendent ça. Il y a des chiffres qui circulent qu'en France, au lieu de 600 à 800 loups, il y en a 60 000, ça fait autant qu'au Canada. Et puis on vous dit que les loups sont réintroduits, puis on vous dit que les loups sont en train d'attaquer les humains. Puis en fait, moi, je suis confronté à plusieurs types de loups. C'est le loup des scientifiques, c'est celui que j'étudie. C'est simplement un prédateur, voilà, qui peut de temps en temps bouffer des proies vivantes, c'est la réalité. Je suis face au loup des croyances, ça vous les connaissez tous, ces petits chaperons rouges. Et aujourd'hui, on est confronté au loup d'Internet. Et le loup d'Internet, il est vachement intéressant, quoi, hein. Il y a plein de choses, mais ce n'est pas un loup qui existe. Et nous, en tant que scientifiques, on est confronté à ça. Et c'est pour ça que j'essaye dans mon métier d'apporter de la connaissance. Alors vous allez voir ici une attaque sur un troupeau de vaches allaitantes, c'est-à-dire des vaches qui mettent bas à la montagne et qui élèvent leurs petits. Et vous voyez, sur un des passages de loups, vous allez voir une tentative d'attaque de 4 loups. Donc vous avez 2 reproducteurs, plus les 2 subadultes, donc c'est les loups qui sont nés l'année précédente. Et ils traversent une zone où il y a toujours eu des bovins, où les loups ont toujours vécu avec les bovins. Et puis pour une des raisons qu'on n'a toujours pas compris, on a ici le père qui a déclenché une attaque, suivi des 2 subadultes, et ici c'est boucle d'or, celle que vous avez vue tout à l'heure. Et vous voyez ici une capture sur le côté, le veau arrive à se défendre, et puis les vaches ont défendu le troupeau, c'est très intéressant, c'est ce qui se passe avec les bisons, avec les bœufs musqués. Ça, c'était une vidéo qui a complètement changé ma vision sur le loup dans le système pastoral bovin, parce qu'auparavant, on pensait que c'était des tout petits veaux qui étaient en danger, mais pas forcément des veaux de 200 ou 300 kilos, comme vous voyez là. Et pourtant, nous avons, dans ce cadre-là, alerté les autorités, alerté les éleveurs en disant « Attention, des veaux d'élevage, comme on les a en montagne, tout seuls, mis à la montagne, sans surveillance, sans protection de mère, ou de génisses, donc des bovins qui vont devenir mères, c'est très dangereux. » Et on n'a pas été écouté. Et cette année, on a eu 16 ou 17 veaux qui ont été tués dans cette zone-là. Et moi qui essaie de trouver des solutions pour la cohabitation, je me trouve un peu frustré et en colère parce qu'on n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, la voie du milieu que j'essaie d'utiliser pour amener les gens à cohabiter, elle est remise à mal. Simplement, j'ai des politiques, j'ai un système, je suis confronté à un système auquel je ne peux absolument rien faire. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer. On a des solutions. Ici, ce n'est pas le loup qui pose problème, ce n'est pas l'élevage qui pose problème, c'est la relation entre les humains qui pose problème. Et en fait, pourquoi je me bats avec le loup? Parce que je me dis, si on est capable aujourd'hui de résoudre un problème aussi conflictuel en France et en Suisse avec le problème du loup, ou du lynx ou de l'ours,
je me dis, ben, peut-être demain, on pourra aller plus loin. Parce que pour moi, le loup, c'est une espèce ambassadrice qui représente toutes les espèces que tout le monde s'en fout, en fait. On parlait des tardigrades, on parle des lépidoptères, des orthoptères. C'est là la grande disparition. Bon, les loups se portent plus ou moins bien. Mais si demain, ou aujourd'hui plutôt, on est capable de résoudre ce problème entre l'homme et le loup, surtout le loup, je me dis que demain, ça me donne un immense espoir pour essayer de trouver des solutions pour le changement climatique et l'effondrement des systèmes, parce que ça, c'est le vrai défi de demain. Et alors, on a aussi d'autres espèces. Voilà ce que c'est, hein, que des veaux qui sont bouffés. Ça, c'est sur le terrain. Et quand vous avez des éleveurs qui voient ça, ou des bergers, il y en a certains qui pleurent, certains qui sont en colère. Moi, je suis face à ça. Mais sauf que les bureaucrates avec qui je travaille, ils ne voient pas ça. Ils s'en foutent. Voilà. Et je vous dis qu'aujourd'hui... C'est surtout que s'ils le voient, ils ne vous donneront pas raison. Ben, ici, le problème, c'est pas l'élevage, c'est ni le loup, c'est notre société. C'est nous qui voulons de plus en plus manger meilleur marché. Combien de budget mettez-vous sur votre... ou combien d'argent vous mettez sur votre budget? C'est 12-15%. Parce qu'on préfère acheter le dernier iPhone, le dernier téléviseur, la grosse bagnole et tout ça. Et on demande à nos paysans d'être concurrentiels. C'est exactement ce que Gilles Boeuf disait tout à l'heure. Et je suis complètement d'accord avec ça. On marche sur la tête. Aujourd'hui, on demande à nos éleveurs ou à nos agriculteurs de produire toujours plus pour moins cher. Parce que nous, on veut consommer. Et puis on a l'agroalimentaire. Si on est malade aujourd'hui, notre société est malade, c'est parce qu'il y a de l'agroalimentaire, parce qu'on bouffe mal. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez changer le monde, ben, c'est déjà ça. Après, c'est d'aller voir les paysans, parce que je pense que c'est notre avenir, c'est d'acheter local, c'est d'aller voir ces gens-là. Moi, je ne peux pas résoudre le problème de la biodiversité si je ne travaille pas avec les agriculteurs, si on ne comprend pas ces agriculteurs. On ne peut pas être dans l'opposition. Et alors voilà, ça c'est des loups qui jouent à proximité des vaches. On a même des comportements de jeu entre les deux. Donc vous voyez que la relation loup-bétail, elle n'est pas toujours conflictuelle, ce n'est pas toujours des comportements agonistiques. Et dans un rapport que nous venons de sortir, on a démontré, dans cette recherche que nous avons faite, que des loups peuvent passer à côté des troupeaux sans les attaquer. Donc les loups peuvent vivre dans le système pastoral sans forcément toujours s'intéresser au bétail. Et pour terminer, je vous dirais que cette situation est assez dramatique. Oh, je passe parce que je ne pensais pas qu'il y ait autant de ça. Ben, on a aussi autre chose que du loup, parce qu'il y a aussi le lynx. Et aujourd'hui, on a une votation qui va être une votation là, le 28 novembre dans le canton du Valais, en Suisse, pour un Valais sans grands prédateurs. Vous imaginez que nous sommes en 2021 et que l'État du Valais demande à ses citoyens de savoir si on a encore des grands prédateurs ou pas. Et l'initiative risque de passer. Ça veut dire que Laurent Gesselin, qui a sorti son film Le Lynx, n'aurait pas le droit de diffuser le film en Valais en 2021. Ça veut dire que les 12 lynx qui restent vont être éradiqués, puis les quelques loups aussi. Nous sommes en 2021. Nous envoyons des robots sur Mars et voilà où on en est. Donc c'est là où j'ai mon combat, en fait, où je suis parfois un peu déçu de ce qui se passe. Et je pense que tout est lié. Accepter le loup en Valais, c'est accepter la biodiversité, c'est aussi accepter que nous faisons partie de cette biodiversité, que nous faisons partie de cette nature. Et ce que moi j'invite maintenant toujours les éleveurs et tout le monde, et les politiciens, c'est de faire la paix avec la nature et puis pas toujours la combattre. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Avant, il y a aussi le rapport Canovis que nous avons sorti. Juste 2 mots. Hein. C'est une étude qui est, je pense, très intéressante, parce que nous sommes les premiers, ce qui m'étonne toujours, d'avoir filmé de nuit les interactions entre les loups, les troupeaux et la protection des troupeaux. Et là, on voit vraiment la réalité. Sur cette réalité-là, on peut construire une protection des troupeaux. Mais pour l'instant, ça commence à passer tout gentiment. Voilà, merci. Merci Jean-Marc. Avant d'ouvrir la phase de débat avec la salle, et je vous donnerai la parole pour que vous posiez vos questions, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en posant une question à Hélène. Jean-Marc, vous avez insisté sur le fait que vous étiez dans une démarche scientifique avec une capacité d'observation et du coup des modalités à proposer. Hélène, vous qui travaillez dans le monde à la fois public, puisque vous avez beaucoup travaillé pour les ministères, et de la recherche publique et privée, jusqu'à quel point vous considérez que la science et ceux qui savent sont négligés et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment, là on parlait du monde plutôt agricole, de l'élevage, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une déformation
de la connaissance qui empêche de prendre les bonnes décisions. Quel est votre regard là-dessus? Alors, moi je pense que la science, en fait, déjà, si on était dans un monde idéal, je pense que la science devrait être à l'appui des décisions en permanence. Alors, en réalité, ce qu'on va vous expliquer, c'est que c'est le cas. Mais quand on regarde ce qui se passe pour avoir, alors cette fois-ci je reprends ma casquette lorsque je travaillais dans les ministères en fait, et notamment au ministère de l'écologie, on se rend compte que les connaissances scientifiques qui peuvent être à l'origine de la rédaction d'une première version d'une décision, d'un arrêté, d'une loi, en fait elles se heurtent assez rapidement au processus de concertation. La plupart du temps, les décisions sont finalement transformées et on s'éloigne de la réalité scientifique et de ce qu'il faudrait faire théoriquement si on voulait arranger les choses, parce que le processus est très très long et les intérêts particuliers prennent le pas sur les intérêts collectifs ou le bien commun. Et ça, moi je l'ai ressenti très fortement en fait quand j'étais au ministère de l'écologie, où finalement on allait comparer par exemple la protection de la biodiversité à un nombre d'emplois potentiellement perdus si on appliquait des mesures environnementales fortes. Et ceci n'étant pas étayé en plus, hein, c'est-à-dire que ce sont bien souvent, je pense, des croyances qui n'ont pas de fondement en fait scientifique. Et donc moi, ce que je plaide et ce que la Fondation essaye de faire, c'est de toujours revenir à ces fondements scientifiques pour appuyer les décisions, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, puisqu'on a un conseil d'orientation stratégique avec une assemblée des parties prenantes avec lesquelles on essaye de discuter pour définir des enjeux communs et définir des solutions communes. Et en fait, quand on fait ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai que le processus politique, bien souvent, en fait, il oublie cette vérité un peu fondamentale, que finalement, on a peut-être souvent le même objectif. Ce qui diffère, ce sont les moyens employés pour aller vers cet objectif. Et parfois, lorsque les moyens sont très destructeurs de la biodiversité, au cours du processus, on finit soit par l'oublier, la biodiversité, parce qu'elle n'est jamais la priorité des politiques, et ça, je le regrette très fortement, soit on propose des moyens qui, in fine, vont détruire la biodiversité parce qu'on ignore les conséquences en fait, de ce qu'on met en place. Je pense que l'agriculture, Jean-Marc en a beaucoup parlé, c'est vrai que moi je suis complètement d'accord, l'agriculture traditionnelle est un véritable problème pour la biodiversité et on a des solutions pour changer cette agriculture. Les processus de transition, dans un certain nombre de cas, sont en route. C'est viable, on peut le mettre en place, alors pas aujourd'hui ni demain, mais dans 10 ans. Sauf que le problème, c'est que si on attend toujours pour mettre en place le processus qui amènera à une agriculture vertueuse dans 10 ans, on a toujours 10 ans pour mettre en place ce processus. Donc à un moment, il faut commencer, à un moment, il faut s'y mettre. Et je pense que c'est très emblématique de ce qu'on ne fait pas, en fait, cette transition agricole, quand on regarde ce qui se passe avec les grosses masses financières de la PAC, qui vont majoritairement subventionner une agriculture qui détruit les sols, qui met des pesticides partout, et qui finalement a des incidences à la fois sur la biodiversité, bien entendu, mais aussi sur notre santé, et l'alimentation, c'est quand même crucial au centre de tout cela. Donc je dirais que en fait, il faut qu'on arrive à se détacher des intérêts particuliers pour revenir dans les discussions, et c'est le rôle en fait du politique, revenir au bien commun, à l'intérêt collectif de la nation sur cette protection de biodiversité, parce que je ne l'ai pas abordé parce qu'on n'a pas eu le temps, mais la biodiversité, nous en retirerons un certain nombre de services qu'on appelle les services écosystémiques, qui vont nous aider à résoudre les problèmes sociétaux futurs, qui vont nous aider par exemple à résoudre la crise climatique. On ne pourra pas résoudre la crise climatique si on ne protège pas la biodiversité. C'est la biodiversité qui produit l'oxygène, c'est la biodiversité qui capte le carbone, qui le transforme en biomasse. On mange de la biodiversité, Gilles l'a rappelé. Donc je pense que ignorer la biodiversité, c'est en fait se tirer une balle dans le pied. Et on est en train de le faire. Alors on ne ressent pas les conséquences, nous, ici en France aujourd'hui, en 2021, mais certains pays ressentent déjà les conséquences chez eux dans leur pays. Et n'oubliez pas aussi que c'est pas parce qu'on évite les impacts sur notre territoire qu'on n'a pas nous-mêmes, par nos processus, par notre consommation, des impacts sur les territoires lointains, comme en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, où on est responsable, en fait, par notre consommation, de la destruction d'une biodiversité, de la forêt tropicale humide,
et donc de la disparition d'un certain nombre d'espèces ou de populations d'espèces vivantes. Et donc je pense qu'il faut toujours revenir à cette considération première. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi le monde de demain qu'on veut, en fait ? Très concrètement, Hélène, si on veut, et nous tous ici, contribuer à une meilleure biodiversité en France ou en Europe, et notamment en aidant à préserver peut-être certaines espèces qui sont en danger, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Je prends la question de la biodiversité principalement sous l'angle animal, puisque je sais bien que ce n'est qu'une des dimensions dans l'interaction générale, mais comme c'est le sujet de notre colloque, est-ce que en France ou en Europe d'une manière générale, sur la question animale et dans sa dimension effet sur la biodiversité, est-ce qu'il y a des sujets en particulier sur lesquels nous devrions tous travailler ? Oui, alors il y en a plusieurs, mais je pense qu'un des sujets peut-être prioritaires, ce serait de modifier notre consommation. Je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons tous, en tant que citoyens, en tant qu'individus, accès à des informations qui nous donnent une compréhension de l'impact en fait du produit sur les écosystèmes et donc sur les animaux. Parce que comme tout est lié, évidemment, pour protéger les animaux, moi je pense qu'il faut protéger les écosystèmes, sauf dans des cas particuliers. Donc là, on est surtout sur l'animal d'élevage. Non, pas que. La consommation, par exemple, quand on consomme du lait produit industriellement, eh ben, on consomme aussi du soja produit en Amérique du Sud qui participe pour la majorité de cette production à la destruction de la forêt tropicale. Donc du coup, on participe à la destruction aussi des animaux, de cette forêt, des arbres, etc. Donc en fait, non, la consommation, c'est vraiment un problème très global. Et je pense que, voilà, consommer local, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Consommer local, c'est essentiel, parce que quand vous consommez local, vous savez comment c'est produit, peu ou prou. Vous savez mieux comment c'est produit que quand vous achetez des produits qui sont produits à l'étranger ou des processus trop complexes, un peu flous, où il y a énormément d'intrants dont on ne maîtrise pas la traçabilité. Et Jean-Marc, si j'aborde le sujet mais d'une autre façon, est-ce que sur la question du loup, vous avez recommandé aux autorités françaises ou aux éleveurs français des modalités de coopération, si je puis dire, ou de cohabitation, c'est peut-être un terme plus exact, entre les élevages et les loups. Est-ce que vous voyez une modalité opérationnelle possible? Est-ce que quand vous en voyez une, vous la proposez et quelle est la réaction? Vous avez vu qu'on participe à la biodiversité, on s'échange les bactéries, les virus, c'est ça? Oui, c'est... Oui, alors, je prends le premier point, quand je travaille avec des éleveurs ou avec des bergers, ce n'est pas le scientifique qui vient leur dire comment il faut faire, mais c'est le partenaire. Pour moi, on est tous partenaires. Parce qu'on a beaucoup d'éleveurs qui connaissent souvent mieux les loups que la majorité des biologistes. Ce qu'on a démontré dans notre étude, il y a un point qui est fondamental dans la protection des troupeaux, c'est le facteur loup. On ne tient compte jamais de la vie du loup à quelque part. Si vous avez un loup qui se balade ou une meute qui se balade dans une région pastorale et qui n'attaque jamais les troupeaux, vous pouvez mettre toute la protection que vous voulez, ça ne va pas servir à grand-chose. Si vous avez des loups qui sont assez téméraires et puis qui sautent les clôtures et puis malgré 15 chiens vont quand même attaquer le troupeau, ça va poser problème. Donc dans l'étude ou dans les prochaines manières de voir les choses, il faut tenir compte du facteur loup. Sauf de tenir compte du facteur loup, ça veut dire vous rentrez dans la complexité. Parce que les loups, c'est des personnalités, les meutes, c'est aussi des personnalités. Et vous ne pouvez pas appliquer une règle générale. Nous, notre société, elle veut des règles. Et quand je travaille, par exemple, dans certaines études avec le ministère, on nous dit, ben voilà, combien de chiens il y a sous le troupeau, combien de bergers, et puis est-ce que les troupeaux sont fermés la nuit? Mais pour moi, ça ne va absolument rien dire. Parce que si vous avez 3 chiens, et les 3 chiens ont 3 mois, 3 ans ou 9 ans, ce n'est pas la même chose. Si vous avez un berger qui n'est pas très bien, qui est de mauvaise humeur, ou si vous avez un parc qui est mal fait ou qui est bien fait, ce n'est pas la même chose. Donc ce que vous voyez sur le papier est très différent de ce que nous voyons sur le terrain. Sauf que d'aller sur le terrain, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Donc j'ai le sentiment qu'on est dans une société où on préfère payer une paix sociale que de mettre des vrais cadres. Je veux dire, aujourd'hui en France, si vous regardez, c'est un des pays qui paye le plus
de dégâts, mais qui aide le plus les éleveurs, et c'est le pays où il y a le plus de conflits, où il y a le plus de dommages. Je vous rappelle qu'on est à plus de 12 000 ovins qui sont payés, ou les dommages payés à titre loup. 12 000. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays dans le monde. Par an, bien sûr, par an. Je veux dire, on est bientôt à 30 millions aujourd'hui pour payer. Alors moi, je trouve que c'est très bien qu'on aide les éleveurs, qu'on aide les bergers, il faut les aider. Mais il y a quand même un problème dans le système. Mais soyons clairs, est-ce qu'il y a un intérêt pour l'éleveur à finalement voir son troupeau attaqué et être indemnisé? Ouais, ça c'est un mythe. Moi, je pense que je vais être très clair. La majorité des éleveurs et des bergers avec qui je travaille sont des gens qui aiment leurs bêtes, qui essaient de faire un très bon travail. Mais dans cette globalité-là, on a aussi des gens qui, bien sûr, il y a un intérêt. Vous comprenez que vous êtes dans le conflit, c'est un bras de levier sur Paris, c'est une manière d'exister. Si vous acceptez le loup, vous n'existez plus. Et ça, c'est une réalité partout, qu'elle soit en Suisse, qu'elle soit en Espagne, qu'elle soit en France. Et pour nous, c'est un vrai problème. Nous, on a commencé un projet en 2012. Et j'ai appris après quelques années qu'on était blacklisté jusqu'au ministère de l'Agriculture. Parce que simplement, moi, avec mon rêve, et le Suisse un peu naïf, avec mon collègue Jean-Luc Borrelli, on s'est dit, on va apporter en fait de la connaissance, et sur la base de cette connaissance, on pourra construire une protection qui sera adaptée, ce qu'on appelle la gestion adaptative du risque loup. Mais en fait, personne n'en veut. On a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, parce que simplement, on arrive avec une solution de cohabitation. Et on a beaucoup de gens sur le terrain qui ne veulent pas de cohabitation. Et c'est là que pose le problème. Et moi, je trouve qu'on n'a pas un État qui est suffisamment fort, qui dit maintenant, c'est comme ça que ça se passe, point à la ligne. Il faut aider les éleveurs. Pour eux, il ne faut jamais oublier que pour les éleveurs et les bergers, c'est eux qui sont confrontés aux loups qui ont les problèmes. Je pense que dans cette salle ici, il n'y en a pas beaucoup je ne sais pas, vous lever la main, qui c'est qui a déjà subi ou qui a déjà vu une attaque de loup en réel? Qui c'est qui a déjà trouvé un agneau ou une brebis bouffée vivante, qui est encore vivant? Qui c'est qui a filmé une attaque où le loup bouffe un agneau vivant? Qui c'est qui a déjà vu des éleveurs en pleurs ou en colère? Vous voyez que souvent ce qu'on nous dit, en fait, ce qu'on nous rapporte et ce qu'on nous raconte, puis la réalité du terrain, elle est très difficile. Donc il faut comprendre ces gens-là, il faut les aider. Si notre société aujourd'hui veut des grands prédateurs, de la biodiversité et de l'agriculture et du pastoralisme, ce n'est pas seulement aux gens de terrain, aux paysans ou aux bergers de tout mettre en œuvre, même si on les aide. Je vous donne un exemple très concret. Nous, l'année passée, à la suite de cette attaque-là, on a dit on va protéger le troupeau. Donc on a mis une clôture 5 fils, ça a coûté très cher et tout. Donc, mais l'éleveur est venu nous voir, puis le berger nous a dit mais qui c'est qui paye le temps de travail? C'est des gars qui bossent 70-80 heures l'été. Puis on leur dit mais on te donne l'argent, mais tu vas planter tes clôtures. Les gars ils disent mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc vous voyez aussi qu'il y a une méconnaissance en fait, de ces gens qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'aide. Et c'est nous, notre société, qui devons aussi payer les heures de travail supplémentaires et les aider. C'est vrai que la première chose, ce serait déjà d'acheter les produits chez eux, mais il faut aussi aller les aider. On ne peut pas juste leur dire « je te mets de l'argent et puis tu te démerdes ». C'est pas possible. Vous voyez, moi, quand je rentre le soir, moi, j'ai pas de télé, mais admettons que j'ai une télé, moi, je me mets, je regarde la télé, c'est super, je vois mes gamins. Le paysan, lui, la nuit, le berger... qui est engagé à 35 heures par semaine, la nuit, il y a des attaques, il doit sortir, il doit faire la lampe, il doit ramasser les troupeaux quand il y a des attaques. C'est un travail phénoménal qui n'est pas reconnu. Et ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de ce que ces gens vivent. Et là-dedans, on a des groupuscules, des connards, si vous préférez, qui en fait amènent tous les autres éleveurs dans une situation de conflit qui n'a pas lieu d'être. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques de faire de la protection des troupeaux. Et le tir de loup, pour moi, ça ne doit pas être un tir de régulation, ça doit être un tir qui est utilisé comme un outil de protection des troupeaux pour aider momentanément un éleveur ou un berger à se sortir. Et je termine toujours, parce que si je parle toujours de ce loup-là, c'est que tout est lié, on parle de biodiversité, de préservation des espèces, et tout est lié en fait. C'est pas juste dire ouais, le loup, c'est un sexy species, c'est formidable, mais tout est lié. C'est ça que j'essaie de faire comprendre à tout le monde. C'est très clair dans vos propos, dans ceux d'Hélène aussi. On voit bien que ce sont des transformations de modèles économiques dont il s'agit ici. Et je voudrais peut-être rappeler une chose que je pense la plupart ici savent, mais quand même, et vous me le confirmez s'il vous plaît tous les deux, à propos du loup, le loup n'a pas été réintroduit. Le loup, si on le voit, ou si on en parle un peu plus aujourd'hui, c'est parce qu'il est à nouveau en développement en France et en Europe, mais ce n'est pas une espèce qui a été réintroduite. Ou est-ce que je me trompe?
Non, le loup, c'est un retour naturel. En fait, le loup aurait disparu de France dans les années 30. Et il est revenu à la fin des années 80. Mais dans l'histoire de l'humanité et du loup, c'est peanuts, hein, puisque la relation du loup à l'homme, elle est très forte depuis plus de 20 000 ans, puisque tous vos chiens viennent du loup. Et il y a un moment donné, au Paléolithique supérieur, on pense que des loups se sont approchés d'humains pour profiter des déchets que ces humains avaient. Donc les déchets, c'était des déchets carnés, et que cette relation s'est faite il y a 20 000 ans. Donc en fait, on a une relation au loup qui date depuis très longtemps. Et il y a eu j'appelle ça une anomalie, où tout d'un coup, le loup a disparu de la majorité des pays européens. Et là, il revient simplement parce qu'on a préservé notre faune, parce qu'il y a une désertification rurale, parce qu'on n'a jamais autant de faune sauvage, de cerfs, de chamois, de bouquetins dans les Alpes. Puis c'est aussi grâce à ça que le loup est revenu. Et notamment parce qu'on a pris conscience que plusieurs espèces disparaissent en Europe et qu'on a créé la Convention de Berne. Et les Suédois en 68 ont été les premiers à préserver le loup, avec les Italiens en 73. Et puis après, la Convention de Berne et puis la Directive Habitat a permis en fait à ces espèces d'évoluer. Sans ça, je pense que le loup ne serait pas revenu. C'est ça. Donc, il y a quand même des choses positives. On arrive à maintenir un minimum de biodiversité, c'en est la preuve. Je propose d'ouvrir le débat et les questions avec la salle. Alors, je vois un monsieur là-bas. Je ne sais pas s'il y a un micro, puis peut-être par là aussi. Alors, du coup, Jean-Marc, je dois dire, je n'ose plus boire. Là, ils sont embêtés, ils n'osent pas boire. Vous regardez, elle va ouvrir une bouteille. Non, je ne sais pas, j'attends votre autorisation, à vrai dire. Le but, c'est de changer, c'est pas ça ne va rien changer si vous buvez la bouteille. Bon, bonjour, vous m'entendez? C'est à vous, monsieur. Bonjour, Farid Benamou, je suis géographe et je travaille sur les questions de géopolitique liées à la cohabitation avec la grande faune. Et je voulais réagir aux propos à la fois d'Hélène et de Jean-Marc. Vous avez évoqué la nécessité d'étayer des décisions politiques par des décisions et des connaissances scientifiques. Je remercie d'ailleurs le colloque d'avoir organisé cet événement dans un temple de la connaissance. Mais un comité scientifique qui prend des décisions importantes, il en existe un, comme vous le savez, c'est celui qui conseille nos gouvernants sur le Covid. Donc, un comité consultatif scientifique étayé qui a une parole qui porte, ça peut exister. Et comme vous l'avez très bien montré, Gilles Boeuf également, ces questions de biodiversité, c'est pas juste protéger des petites fleurs et des oiseaux comme ça, c'est aussi nous protéger nous-mêmes. Et imaginons que le ministre de la Santé décide de relayer des propos complotistes. Ce serait quand même assez étonnant. Eh bien, figurons-nous que dans notre pays, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture ont relayé des propos véhiculés par certains syndicats agricoles, disant, comme l'a dit très bien Jean-Marc, qu'il n'y avait pas les 600 à 800 loups en France, et en plus 600 que 800, mais peut-être 10 000, peut-être 6 000, peut-être 10 fois plus. Ce serait quand même un comble. Et pourtant, ça existe. Avec un certain nombre d'experts, de citoyens, nous avons lancé un appel, justement, qui va exactement dans le sens de ce que dit Jean-Marc Landry. On a même une pétition qui a plus de 31 000 signataires, qui cherche justement à mettre en avant des connaissances pour étayer des propos. Et ce ne sont pas du tout des propos intégristes que l'on a là, c'est de la connaissance étayée, médiane, comme il l'a très bien dit. Et ce qui est, je pense, à privilégier, c'est peut-être que l'État n'est pas le seul acteur susceptible d'agir. Il faudrait non pas aller contre l'État, parce qu'il y a une vraie légitimité, mais aller à côté de l'État pour que des solutions proposées comme celle de Jean-Marc Landry puissent être accompagnées et qu'on ne soit plus dans une situation où, dans les plus hauts niveaux de l'État, alors qu'on propose une gestion adaptative, eh bien, ce soit refusé. Je pense que là, il est grand temps que citoyens, chercheurs, on se mobilise. Et cet événement-là, je pense, est une très très bonne occasion pour rappeler ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être que, Hélène, vous pouvez, sans vraiment répondre directement à cette personne, mais nous aider à éclairer le sujet.
D'abord, je ne pense pas que sur l'idée qui est aujourd'hui 10 000 loups, ce n'est pas un ministre qui a dit ça, si Alors, juste pour étayer ce que tu dis, Farid, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui prennent un petit peu la science en otage. Moi, ça ne me pose pas de problème que des citoyens remettent en cause la génétique, à condition qu'ils utilisent des méthodes scientifiques et qu'ils aient une approche autant scientifique que les scientifiques. Être scientifique, c'est simplement de mettre des méthodologies en place et puis de faire un peu de statistiques. Alors on a le cas des hybrides par exemple, où des citoyens éleveurs ont dit voilà, en fait tous les loups en France sont des hybrides. Et en fait nos généticiens, que ce soit espagnols, portugais, italiens, suisses et français, montrent que ce n'est pas le cas. Mais cette idée-là est passée jusqu'à l'Assemblée nationale. Le comptage des loups, l'OFB, donc l'Office fédéral de la biodiversité, française de la biodiversité, pardon, a été qualifié comme un des meilleurs monitoring, je sais pas comment on dit ça, de loups en Europe. Vous comprenez que nous, on nous demande de compter des loups. C'est compliqué quand même de compter des loups, d'accord? Donc on compte plutôt des meutes ou des zones de présence permanente. Et puis les Français ont cette particularité, c'est qu'ils ont des très bons gars qui travaillent à l'OFB, très bons statisticiens, qui nous font des estimations d'année en année. Je pense qu'on est un des meilleurs pays au monde à avoir ces estimations-là. Et tout d'un coup, en face, vous avez des gens qui disent tout ce qu'ils font, excusez-moi du terme, c'est de la merde, c'est des menteurs, parce que de toute façon, ils trichent, comme les généticiens. Les généticiens font exprès de dire qu'il n'y a pas d'hybride. Et tout d'un coup, nous, on se trouve confrontés à ça. Mais sauf qu'en haut, à l'État, c'est ce que je disais, c'est là où il faut qu'il y ait un cadre, c'est qu'en haut, ces complotistes ou ces gens-là sont soutenus. Et nous, qui sommes scientifiques, qui mettons les choses en place, on doit prouver ce qu'on raconte. Je ne sais pas vous imaginer. Moi, on me demande, Jean-Marc Landry, de prouver que le loup n'est pas un hybride, ou que le loup a été réintroduit, ou que, etc., etc. Mais moi, je fais mon travail de scientifique. C'est plutôt les autres qui doivent prouver avec une méthode scientifique que c'est des hybrides, pas le contraire. Tout d'abord, sachez que le directeur général de l'OFB sera là cet après-midi, donc c'est un sujet qu'on pourra aussi aborder avec lui. Mais Hélène, au vu de votre expérience, notamment dans les ministères, est-ce que vous avez le sentiment qu'au sommet de l'État, on arrive à obtenir les informations les plus objectives, les plus scientifiques, les plus rationnelles possibles? Et est-ce que l'État a les moyens, ou s'est doté des agences qui sont nécessaires pour cela? Ou est-ce qu'il y a un manque? Alors, oui, moi je pense que en fait, on a un système qui potentiellement fonctionne. Le problème, c'est un peu l'érosion de cette connaissance scientifique au fur et à mesure des processus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je pense qu'on est confronté en fait à quelque chose qui est malheureux, enfin qui est un fait, c'est la confrontation entre la connaissance scientifique et la croyance. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance scientifique avec les faits scientifiques d'un côté, et d'un autre côté, on nous oppose des croyances. C'est-à-dire que je pense que ce qui se passe sur le loup, c'est typiquement ça. C'est une intime conviction, mais qui n'est pas basée sur autre chose que peut-être avoir entendu un groupe d'éleveurs ou autres parler de quelque chose, et du coup on y croit. Et je pense que la science, elle est armée pour répondre à ça, et qu'il ne faut pas baisser les bras face à ça. C'est-à-dire que la connaissance scientifique, c'est vrai qu'elle a un petit, on va dire, un petit désavantage, c'est qu'elle met en discussion ses propres incertitudes. Et donc ça peut donner des atouts à ceux qui veulent démonter les recherches scientifiques et les résultats qui sont produits, en disant oui, ben regardez, les chercheurs, ils savent même pas, ils sont même pas certains, parce qu'ils disent que voilà, il y a des incertitudes, etc. Mais je pense qu'il faut quand même tenir le cap, c'est-à-dire que c'est ce que font les chercheurs, ils tiennent le cap et ils sont certains de leurs résultats, et de toute façon la science elle évolue, elle avance, elle s'auto-corrige parfois, c'est vrai, il y a des résultats scientifiques qui sont mis en doute par d'autres études, et puis on évolue, et je pense que collectivement il faut tenir la route, c'est-à-dire qu'il faut continuer à affirmer que les décisions devraient être prises sur la base des meilleurs résultats scientifiques disponibles, au
moment où on prend la décision. Ça sera toujours une meilleure décision que si on se base sur des croyances. Mais c'est pas facile. C'est pas facile et moi j'ai pas vraiment de solution en fait pour faire changer d'avis quelqu'un qui croit fermement par exemple que le changement climatique ne se produit pas ou que les raisons de la biodiversité c'est une foutaise ou qu'il y a 60 000 loups en France. Voilà. Une dernière question peut-être de la salle. Voilà. Je vous en prie. Donc, monsieur, puis après il y aura une autre personne derrière. Bonjour, je m'appelle Roman Ankel, je suis étudiant en première année de licence de commerce international. Et j'avais une question à vous, Madame Soubelet, au sujet de ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la préservation de l'environnement. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je pense qu'il faut changer notre mode de consommation, notamment au travers de la consommation de produits biologiques locaux. Mais j'ai une question. Que faire lorsque les moyens ne sont pas forcément là? Parce qu'en effet, on remarque, en contradiction à ce que je dis, que les prix du biologique descendent, en effet, mais ils restent quand même généralement supérieurs à ceux des produits des grandes enseignes, etc. Le local est encore très très cher, même pour les légumes, pour les fruits, etc. Et ça reste compliqué pour, je pense, une bonne partie de la population, enfin une bonne partie, je ne sais pas exactement les chiffres, mais je pense qu'on est pas mal de concernés, à acquérir ces choses-là. Moi j'aimerais bien manger de la viande locale, etc., sachant que c'est vraiment meilleur, etc., mais j'ai pas vraiment les moyens de ça. Donc qu'est-ce que vous préconisez dans ce cadre-là? Parce qu'il y a sûrement des solutions. Mais ou pas forcément de la viande, hein, forcément, on pense que, je suis d'accord avec vous qu'il faut réduire ça, mais autrement, qu'est-ce que vous conseillez? Merci. Alors nous avons fait un colloque à la Fondation sur justement cette question des transitions alimentaires et de leur lien avec la biodiversité et la santé. Alors en réalité, la différence de prix entre la nourriture, le panier biologique et le panier non biologique, c'est 20%. Donc c'est vrai que c'est 20% de plus à payer pour le consommateur. Néanmoins, bio et local? Quand vous dites le panier biologique et non alors biologique... là, l'étude, c'était sur du biologique, pas nécessairement le local. Mais néanmoins, le biologique, parce que c'est vrai qu'on se dit, là, on protège quand même l'environnement, notamment en diminuant la pression pollution. Mais en réalité, quand on change d'alimentation pour passer à une alimentation bio, on réfléchit à son régime alimentaire. Et c'est là qu'on se rend compte que, voilà, dans les civilisations occidentales, on consomme trop de viande. Donc on baisse aussi sa consommation de viande, on modifie les produits qu'on achète. Et au final, ce qui est constaté, c'est que pour la même... Alors là, on va revenir en calories, non pas en comparaison produit à produit, mais en calories. En fait, pour le même apport calorique, nutritionnel, etc., on a en fait une différence qui n'est que de 12%. Mais ça, en fait, cette différence-là, 12%, c'est uniquement des chiffres qui sont le prix de marché. Le prix de marché ne reflète pas le prix de la nourriture, en fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'agriculture conventionnelle, elle est fortement subventionnée par de l'argent de l'État, et que donc c'est ça qui fait que le prix est tiré vers le bas, c'est qu'on subventionne cette agriculture. Donc on paye en fait l'agriculture conventionnelle tous, même si vous consommez bio, vous payez ça avec vos impôts aussi, parce que l'État va subventionner la PAC va subventionner cette agriculture. Et d'autre part, je pense qu'on le paye aussi avec d'autres choses qui ne sont pas monétaires, par exemple la santé. Donc quand vous consommez pas bio, finalement, vous payez avec votre santé. Il y a une grosse cohorte qui a été conduite, l'étude Nutrinet Santé, qui démontre très clairement que quand on consomme un régime exclusivement composé d'aliments biologiques, on a 25% de moins de risque de développer des cancers. Donc, en fait, je pense que c'est un choix individuel aussi au bout d'un moment. Est-ce qu'il est normal de diminuer, est-ce que c'est un but dans la vie que de diminuer forcément toujours le coût du panier alimentaire? Est-ce que finalement le budget voilà. Consacré, parce qu'il a largement diminué ces 50 dernières années. C'est vrai qu'on paye de moins en moins cher la part de l'enveloppe consacrée à notre vie quotidienne, il y a la part de l'alimentation est de moins en moins chère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un objectif? Donc peut-être qu'augmenter la part de ce budget et puis diminuer sur d'autres trucs, c'est finalement un bon choix à long terme pour notre propre santé. Là, je ne parle même pas de la santé du voisin ou des enfants ou des générations futures à qui on aura laissé une terre complètement polluée par les pesticides. Je parle même uniquement de notre propre santé. Il y a aussi des incidences sur l'obésité, le diabète. Il y a énormément de bénéfices en fait à consommer bio
pour soi-même, pour la biodiversité, pour l'environnement et pour tellement d'autres choses que, en fait, cette affaire juste de prix, je pense que c'est un mauvais indicateur, en fait. Une dernière question, monsieur. Merci. Voilà, donc Jean-Luc Guichet, donc membre du conseil scientifique de la LFDA et prof de fac par ailleurs, et enseignant-chercheur, donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'animal. Bref, j'ai une observation simplement et une question. Alors la première observation, c'est que je vois, enfin ça se confirme, et ce que je trouve très très positif, une sorte de tournant environnementaliste de la question animale, ce qui pour moi est un signe de maturation de cette question, et une perspective qui est plus pertinente, je pense, qu'une perspective très individualiste, individualisée plutôt, fondée sur la question seulement du droit. Bon. Deuxième chose, c'est que du coup, il y a une complexité évidemment beaucoup plus forte qui arrive sur la question, une complexité théorique, donc vous avez souligné l'importance de la connaissance, ça c'est effectivement fondamental, et puis une complexité pratique, c'est-à-dire par quel bout prendre cette question. Et là, il y a des choix stratégiques à faire. Et ça, c'est ma question. Je trouve que c'est peut-être un peu embêtant d'insister sur des points qui sont des points de durcissement, des lignes de clivage et de confrontation sociale entre, par exemple, éleveurs. Très bien d'avoir effectivement souligné l'importance du point de vue de l'éleveur, je trouve. Donc, ligne de confrontation sociale, de durcissement sur certains points, et d'autres lignes qui peut-être seraient plus stratégiques. Je veux dire, est-ce que la question des zones humides, par exemple, n'est pas plus fondamentale que la question du loup, la question des zones humides, comme vous le savez, avec l'artificialisation des sols, etc. Les zones humides, c'est absolument fondamental dans les écosystèmes. Il y a une raréfaction très très forte depuis des années. Donc, ce n'est pas seulement la destruction, par exemple, des amphibiens, anours, urodèles, etc., mais c'est aussi les points, par exemple, pour les oiseaux migrateurs, pour toute la faune. Donc, c'est fondamental. Est-ce que la question du loup, vous avez compris ma question, la question du loup qui est un point de durcissement des clivages sociaux, est aussi fondamentale que d'autres questions. On pourrait parler des abeilles, bien entendu, des insectes pollinisateurs, que celle des zones humides. Merci. Je ne crois pas qu'on ait mis en avant la question du loup pour faire une hiérarchie. C'était plutôt pour faire une illustration. Mais Jean-Marc, vous pouvez peut-être préciser. Je peux tout à fait vous rejoindre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le loup, c'est ce que les Anglais appellent un sexy species. Voilà, c'est une espèce ambassadrice ou une espèce parapluie ou parasol, je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus inquiet, effectivement, de la disparition de plein d'autres espèces, les zones humides, les milieux, etc. Sauf que tout le monde s'en fout parce que personne n'en parle. Et pour moi, le loup, justement, ce que je disais tout au départ, c'est un ambassadeur. Et pour moi, le loup représente toutes les autres espèces. C'est pour ça que moi, je suis spécialisé là-dedans. Donc moi, j'essaye de tirer les gens vers en disant, si on est aujourd'hui capable de cohabiter avec des grands prédateurs sur un territoire, je pense qu'on est capable de cohabiter avec des zones humides, avec des orthoptères, avec toutes les autres espèces. Et c'est pour ça que je milite là-dessus. Mais philosophiquement ou en fond, c'est-à-dire si demain il n'y a plus de loups en Europe, bon, c'est embêtant. Mais s'il n'y a plus de zones humides, puis il n'y a plus d'orthoptères, il n'y a plus de pollinisateurs, c'est bien pire, quoi. Mais simplement qu'aujourd'hui, si vous parlez des pollinisateurs, on a eu une votation en Suisse récemment pour ou contre les pesticides. Bon, les Suisses ont voté pour les pesticides, voilà, puis on continue d'utiliser les pesticides pour nos abeilles qui sont en train de disparaître, voilà. Donc moi, le loup met en lumière tout ça, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout est lié, quoi. Et en fait, au départ, je travaillais que sur le loup, je m'intéressais qu'au loup, à leur relation humaine, et tout d'un coup, je réalise que le loup me montre qu'il y a d'autres problèmes sur la biodiversité, mais sur la modification du climat, par exemple, et que tout est lié, quoi. Et je dis aux humains, et pour le loup est très proche de l'humain, parce qu'on a une histoire avec le loup. Le loup, c'est aussi notre miroir, parce qu'on a mis sur le loup tous nos défauts. Le loup, on pourrait encore en parler, mais le loup a aussi il fait du surplus killing, il peut tuer beaucoup plus qu'il peut consommer, mais c'est exactement ce que nous on fait en tant qu'humains. Donc moi j'aime bien utiliser ça pour dire, voilà, aujourd'hui on a un défi de taille qui est connu de tous, qui est très médiatique, c'est le loup, et essayons de résoudre ce problème-là, parce que moi ça me donne un immense espoir pour tout le reste, quoi. Voilà. Sur cette parole sage... Je peux encore dire quelque chose ? Très vite, parce que je vais me faire on parle de biodiversité. Moi, c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui, c'est un message que je voulais vous faire passer. Je pense qu'il faut arrêter d'attendre des autres. Je pense que nous sommes la force.
Et c'est nous qui allons changer le monde, c'est pas Macron, c'est pas Parmelin, le président suisse, c'est nous. Et je pense que c'est par nos actions. Et la première chose que je vois souvent quand je donne des conférences, c'est nos jardins, pour ceux qui en ont. Arrêtons de planter des espèces exotiques, plantons des espèces indigènes, pour que déjà on ait des réseaux dans nos jardins, c'est simplement. C'est de consommer différemment. Puis bien sûr, quand on est étudiant, j'étais étudiant, on a des petits budgets, réapprenons à cuisiner, par exemple, avec des produits locaux, si c'est possible, ou d'autres produits. Mais je pense que c'est nous le changement. Allez, on va arrêter là-dessus, Jean-Marc, parce que justement, la table qui suit va approfondir, et notamment sur le changement des modèles économiques. Merci à vous deux, merci beaucoup.